de paysan, fils d'une famille très engagée dans le milieu rural, dans la vie civique en général. Et cet héritage, pour moi, est un des plus précieux, avec celui de l'Église et celui de l'école de la République, qui m'ont fait grandir dans ce goût de l'engagement à partir de toutes ces sources multiples et très, très enracinées. Alors, entre l'engagement qui a été le mien comme paysan, l'engagement que j'ai eu dans le secteur associatif sur le territoire, dans l'éducation populaire, celui que j'ai eu dans le monde économique, dans le secteur coopératif en tant que paysan, puis comme leader territorial sur une communauté de communes, un schéma de cohérence territoriale, un pays, et enfin comme député en 2012. Pour moi, c'est une sorte de continuum d'engagement civique, un continuum démocratique qui me paraît précieux, puisque finalement, je n'ai fait que poursuivre à l'Assemblée nationale des combats initiés depuis l'adolescence, tant au Comité catholique contre la faim et pour le développement que dans le monde agricole et dans la vie de société en général. Donc c'est la poursuite de ces combats pour une autre mondialisation, pour une transition écologique, pour un renouveau démocratique qui se poursuit aujourd'hui dans toutes les formes que vous avez évoquées tout à l'heure. Alors, je vais, dans le temps qui est imparti, essayer un petit peu comme Christiane Lambert, et j'ai vraiment goûté ses paroles. Je chemine et nous dialoguons parfois de façon vive, mais toujours de façon fraternelle avec Christiane Lambert, pour qui j'ai une vraie estime, comme d'autres leaders syndicaux. Et dans la diversité de nos fonctions, de nos opinions, nous avons une véritable estime réciproque, et je dois dire que j'ai retrouvé beaucoup de choses dans ce qu'a dit Christiane sur ses racines et son engagement. Au-delà, encore une fois, de différences politiques ou syndicales, je voudrais lui dire mon estime et mon amitié à ce moment où je m'exprime juste après elle. Je vais forcément avoir un angle un peu différent, et mon angle, sans peut-être avec un peu d'humour, c'est de vous dire qu'il y a une terre promise pour l'humanité, et je tiens cette nouvelle non seulement de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais je le tiens des études scientifiques qui ont été menées par l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique et de l'environnement français, et le CIRAD, qui est son pendant pour les outre-mer et pour le développement international, avec des experts internationaux. Ils nous annoncent une bonne nouvelle. Si tant est que nous en donnions les moyens, nous pouvons nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050 sur cette planète. Cette étude, qui est parue en 2016, qui est restée trop discrète, est un formidable élément positif pour le monde paysan. Il donne un signal. Les scientifiques, avec cette expertise croisée à l'échelle internationale, nous disent que, attention, ça suppose de mobiliser et de prendre quelques décisions, dont certaines ont déjà été évoquées par le directeur de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ce matin. Il va falloir changer notre régime alimentaire, il va falloir changer les règles du commerce international, il va falloir monter en puissance dans la capacité de production, notamment au sud. Mais tout cela est possible. Et j'ai essayé simplement dans l'exposé qui est le mien de vous dire, à mon sens, et d'une réflexion donc issue de plusieurs collectifs, à quelles conditions cette capacité à nourrir 10 milliards d'habitants est une formidable aventure pour notre humanité et pour demain. Donc ces 5 points, c'est partager la terre, c'est un commerce équitable, partager la valeur, c'est engager une vraie transition agroécologique, et enfin, c'est coopérer entre ville et campagne. Ces 5 leviers, c'est peut-être pas exhaustif, mais je voudrais les évoquer avec vous rapidement. Le premier, c'est le partage de la terre. Un partage de la terre à laquelle je consacre maintenant depuis près d'une dizaine d'années l'essentiel de mon combat, tant il me semble que c'est certainement le combat mère de toute l'agriculture. Le monde paysan a montré que en quelques décennies, il était capable de créer des filières, de changer de pratique. Il n'y a aucun doute sur sa capacité, son agilité et sa capacité d'action. Par contre, toute dégradation du pacte foncier qui a été fondé après-guerre aurait des conséquences dramatiques, tant sur notre sécurité alimentaire que sur les aménités positives en matière d'environnement. Je pense à la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité que nous pouvons considérer comme notre assurance vie. Le partage de la terre est devenu un enjeu crucial en France, en Europe et sur la planète entière. Faut-il rappeler que la FAO nous alertait il y a maintenant 3 ans du fait que, plus que les guerres, l'accaparement des terres est responsable d'un maximum de misère et de violence dans le monde, encore une fois, plus que les guerres. Et c'est une image qui peut nous frapper et nous saisir aujourd'hui. En France, il prend une forme
d'une forme de dérive qui, depuis maintenant 2010, depuis maintenant donc une bonne décennie, est en train de transformer nos paysages à grande vitesse. Après-guerre, dans cette alliance politique dite des jours heureux, il y a eu un grand pacte qui a fait que pour moderniser l'agriculture, on a privilégié la force du travail, la force de l'entreprise, sous l'impulsion notamment de la jeunesse agricole chrétienne, d'un pacte syndical, d'un pacte politique qui a réuni des horizons très divers. Tous ceux qui avaient traversé la guerre avec honneur se sont unis et autour des lois Pisani notamment, des lois du fermage, des lois créatrices d'instruments de régulation, un pacte s'est établi dans une forme de capitalisme populaire et au long cours, le capitalisme familial, des instruments publics de régulation. Et on peut dire qu'entre les années 50, 60 et jusqu'aux années 2000, ce système a façonné le paysage français, assurant un agrandissement mesuré au fur et à mesure de l'évolution des technologies, assurant un partage relativement équitable et permettant la transmission des générations. La machine s'est grippée sous l'impulsion d'un individualisme qui a envahi le monde agricole, avec une compétition qui a remplacé l'esprit de coopération dans beaucoup de départements et beaucoup d'écosystèmes, avec l'influence d'un capitalisme financier à dimension internationale et à vocation spéculative, mais également avec un délitement législatif qui a laissé des brèches qui sont aujourd'hui béantes et qui prennent notamment la forme d'un phénomène sociétaire qui ne respecte pas les règles habituelles du marché foncier et un contournement des lois du fermage à travers le travail à façon. Bref, aujourd'hui, on pourrait dire qu'un hectare sur deux, un marché foncier sur deux échappe aux règles qui étaient des règles de satisfaire plutôt les besoins que les moyens dans la régulation du marché foncier. Ça a des conséquences assez dramatiques en termes d'agrandissement qui devient vertigineux, qui déforme nos paysages et nos territoires. Ça se traduit quasiment systématiquement par un appauvrissement économique et social de nos territoires. Cela se traduit également par un appauvrissement de la biodiversité et un risque d'appauvrissement des sols qui se traduira par leur moindre capacité à être résilients face au changement climatique. Donc on a un triple appauvrissement écologique, social, économique qui se traduit par cet accaparement au moment où l'agriculture française, comme d'autres agricultures dans le monde, sont confrontées à un défi démographique majeur, celui du renouvellement des générations. Nous considérons qu'environ moitié des actifs agricoles pourraient cesser son activité dans les 10 ans qui viennent, faute d'une politique de rétablissement d'une régulation foncière, d'un nouveau partage de la terre. Les conséquences seraient dramatiques car elles se traduiraient par un agrandissement insensé de notre agriculture. Or, nous savons que sans justice foncière, il n'y aura pas de renouvellement des générations et sans renouvellement des générations, toute pratique, toute transition vers l'agroécologie serait vaine. Donc, pas d'agroécologie sans relève générationnelle, sans installation de jeunes agriculteurs, pas d'installation de jeunes agriculteurs possible, bien sûr, sans capacité à réguler le marché foncier et à mieux orienter les aides de la politique agricole commune, nous y reviendrons. Alors, c'est un phénomène planétaire, c'est un phénomène qui marque chacun de nos territoires, c'est un enjeu français et européen, et nous sommes nombreux à y travailler, y compris de façon transpartisane aujourd'hui, pour renouer peut-être avec cet esprit qui a été celui de l'après-guerre, avec des horizons philosophiques et politiques différents, nous retrouver sur le besoin d'une régulation majeure qui conditionne finalement la libre entreprise. Sans régulation du foncier, c'est le règne des monopoles et ce n'est pas la capacité, encore une fois, à chaque génération à apporter sa marque et à accueillir, au-delà des fils et des filles de familles paysannes, tous ceux qui ont vocation aujourd'hui à contribuer à nourrir la terre. Donc, priorité absolue, le partage de la terre et le renouvellement des générations. Je voulais donner ce premier message. Je vais être plus rapide sur les points suivants. Il me semble que s'il y avait une deuxième carte à jouer, ce serait celle du commerce équitable. Un principe simple, nous devrons demain échanger juste ce qu'il faut. Et ce que nous échangerons, il faudra le faire de façon juste. C'est en cela que nous devons inventer un nouveau multilatéralisme capable de penser, au-delà des compétitions stériles et destructrices de valeurs, de véritables coopérations internationales, avec un horizon qui est très bien défini par Edgar Pisani, encore une fois, c'est un des grands acteurs, un modèle pour beaucoup d'entre nous sur les questions agricoles. Edgar Pisani disait que pour nourrir le monde, nous aurions besoin de tous les agriculteurs et de toutes les terres du monde. Alors, on l'a dit pour les terres,
On l'a dit pour les paysans, la relève et le partage de la terre, c'est le même combat. Et pour que chacune des terres du monde, des écosystèmes, des régions du monde puissent produire leur part de nourriture et contribuer à la sécurité collective, je préfère beaucoup la notion de sécurité alimentaire à celle de souveraineté alimentaire. Comment chaque région du monde, comment chaque territoire, comment chaque paysan, comment chaque pays peut contribuer à notre sécurité commune sur le plan alimentaire. Eh bien, il faut en faire une règle d'or des futurs traités de commerce, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Aucune agriculture dans ses pratiques commerciales ou aucun agroalimentaire ne doit détruire la capacité de produire d'une autre région du monde. Nous devons donc inventer à l'échelle du monde des modes de coopération qui passent par des régulations. Plus que du protectionnisme, je préfère parler de règles de coopération multilatérale qui permettent ces régulations, qui permettent à chacun de s'épanouir. Ça suppose évidemment une PAC qui, au-delà d'être plus juste et plus verte, réorganise des marchés là où ils ont été libéralisés avec des effets destructeurs de valeur et encore une fois des compétitions qui, entre territoires comme à l'échelle du monde, sont destructrices de valeur. Nous devons réinventer ce concept qui est cher à Mireille Delmas-Marty, celui non pas de souverainisme, qui est quelque chose qui m'est assez étranger, ni mondialisation sans foi ni loi, ni souverainisme, mais ce que Mireille Delmas-Marty appelle une souveraineté solidaire, c'est-à-dire une capacité chacun, de façon souveraine, à contribuer de façon solidaire à des sécurités collectives. Un des champs les plus privilégiés, bien sûr, pour l'Europe sera les coopérations autour de la Méditerranée avec l'espace africain. Il y a là une promesse assez extraordinaire qui devrait être celle de la génération qui vient. Le partage de la valeur, troisième point, devra se traduire, aura un autre espace pour se traduire, c'est celui de la partage de la valeur pour la constitution des prix. Aujourd'hui, nous avons un phénomène quasi oligarchique qui fait qu'il y a une hyperconcentration d'une part de l'agro-industrie et de la grande distribution face à une trop grande dispersion de l'offre des producteurs. Tous les efforts qui seront engagés dans le cadre de la politique agricole commune ou à l'échelle française, nous disposons des instruments depuis la loi Egalim ou Sapin 2, dont j'ai été rapporteur, à travers les organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, d'organiser la constitution de prix justes sur des bassins de production, des prix qui permettent l'égale dignité de chaque travailleur de la terre et qui permettent, sur des contrats pluriannuels, respectant la capacité de la filière de se nourrir, de coopérer et de construire des prix sur la base de ce qu'est l'économie sociale et ce qui n'est pas donc une économie financiarisée ou court-termiste ou prédatrice. Cette capacité à avoir des signes de qualité et une reconnaissance d'un juste partage de la valeur à travers des normes sociales et des signes de l'économie sociale me paraît être un des chantiers extraordinaires. Ce serait finalement renouer avec l'esprit coopératif qui a animé si longtemps le monde paysan et qu'il doit retrouver aujourd'hui face aux défis du monde. Le quatrième point est celui de la transition écologique. On pourrait parler d'une transition sociale écologique. Elle suppose, sur le plan philosophique, peut-être d'en finir avec, d'une part, l'opposition entre une nature sacralisée, je pense au mouvement animaliste qui a agité les bancs de l'Assemblée nationale et qui n'est pas sans m'inquiéter profondément comme quelque part comme un anti-humanisme. Et il est donc important qu'entre une nature sacralisée et une nature instrumentalisée, nous retrouvions les voies d'une nature alliée. C'est ce que fait l'agroécologie en essayant de concilier le triple objectif de réponse aux besoins alimentaires de notre pays et du monde, celui de la lutte contre le changement climatique et celui de la reconstitution de ce que j'appelle la capacité, comme le dit Bruno Latour, cette belle formule prise à Peggy, cette capacité d'engendrement du monde. Comment pouvons-nous continuer cette capacité du monde à s'engendrer lui-même, autrement dit son capital de fertilité. Moi, j'ai passé des années à préparer autour des plans éco-phyto, des plans de prévention de la dépendance à la phytopharmacie, des solutions. Je sais que beaucoup de lobbies, beaucoup de résistance, beaucoup de conservatisme se heurtent à un chemin qui est pourtant inéluctable. Il y a des solutions et l'exemple récent des néonicotinoïdes de la betterave montre qu'un partage de valeur, une organisation des marchés, l'inventivité sur les normes commerciales et la mise en route de 7 mesures de techniques et de sciences diverses permettent
de résoudre, de résolver de dépasser des crises sanitaires dans la justice et en conciliant donc sécurité alimentaire et protection de l'environnement et de la santé humaine. Cette voie de l'agroécologie est une voie extraordinaire, c'est une promesse, c'est vraiment, je pourrais dire, cette terre promise des jeunes qui sont aujourd'hui dans les lycées agricoles, de tous ceux qui veulent revenir vers la terre et le nouvel horizon. Je ne connais pas un paysan engagé dans ce chantier-là qui soit revenu en arrière, qui n'en tire pas de la joie. Nous devons simplement accélérer le processus puisque la décennie qui vient va être capitale. Le dernier point sur lequel je voulais vous sensibiliser est celui des coopérations entre la ville et la campagne et plus largement entre l'agriculture et la société. J'ai eu l'occasion avec la Fondation Jean Jaurès de produire un texte sur l'agribashing qui a mis en valeur le besoin d'éviter cet effet lampadaire autour des crispations et des querelles picochrolines et de prendre de la hauteur sur ces questions, de remettre de la science, de la raison, du débat, de la qualité démocratique et de réconcilier notre société avec le monde agricole. Cela suppose des efforts de part et d'autre, mais il me semble qu'une des voies les plus prometteuses est celle du dialogue entre les espaces urbains et les espaces ruraux, mais également entre ces habitants du milieu rural qui ne sont pas enracinés, qui n'en connaissent pas, qui ont peu de rapport avec la nature et avec les autres, et le monde agricole. Ce dialogue peut prendre la forme des plans alimentaires territoriaux, des plans climat territoriaux, des plans d'économie circulaire, de tous ces outils inventés par la puissance publique et qu'il convient de mettre en œuvre sur le terrain, qui sont autant d'espaces de coopération qui sont autant d'espaces de recherche de solutions pour que la nourriture retrouve un sens, s'enracine, redevienne un lieu de dialogue, un lieu de respect les uns avec les autres. Moi, je voudrais simplement vous donner deux perspectives qui m'enthousiasment particulièrement et que nous vivons sur notre territoire. Il vous reste 5 minutes, Dominique. D'animer un plan alimentaire territorial qui est un laboratoire pour ATD Quart Monde avec cette question fabuleuse au moment du Covid et de la précarisation de centaines de milliers de personnes. On parle d'1 million de personnes en plus en situation de pauvreté et ce n'est malheureusement pas terminé. Comment est-ce que la dignité dans l'assiette redevient une manière de devenir citoyen, de retrouver sa dignité pour les personnes en situation de précarité. Il ne s'agit pas uniquement de donner de la nourriture, il s'agit de la partager, il s'agit de la produire, de la transformer avec ATD Quart Monde. Nous avons lancé ce labo pour que les politiques publiques de plans alimentaires territoriaux partent des plus fragiles. Si on ne part pas d'eux, eh bien, on n'y arrive jamais. Il faut partir des périphéries. Vous connaissez bien cela. L'autre point, c'est à partir d'un territoire, essayer d'avoir une mesure de l'impact des politiques agricoles et alimentaires et mesurer leur impact au bout du monde. Moi, je rêve que sur chaque communauté de communes, chaque département, chaque région, nous puissions dire la politique foncière, agricole et alimentaire que nous menons, elle permet de maintenir ou au contraire, malheureusement, de baisser le rendement du mil dans l'Afrique subsaharienne, puisque nous sommes tous interdépendants, nous devons pouvoir mesurer l'impact de nos politiques ici sur l'alimentation et la sécurité dans d'autres régions de la planète. Si j'ai quelques minutes pour terminer, je voudrais simplement vous dire que ce qui passe peut-être le plus aujourd'hui, c'est l'écho qu'a cette recherche née de la science qui a donné le concept de One Health, une seule santé, qui fait terriblement écho à Laudato Si et qui me semble une des plus belles promesses pour demain. Le maintien des cycles de fertilité, la conscience du fragile, de notre interdépendance. Eh bien, il y a peu de monde comme le monde paysan qui le vit, qui le sent et qui le respire. Et ce monde paysan est capable, autour de cette idée qu'il n'y a pas de santé pour l'homme sans santé pour l'animal, qu'il n'y a pas de santé pour l'animal sans santé pour le végétal, et pas de santé de végétal sans santé pour le sol, de réconcilier cette aspiration à la sauvegarde d'une maison commune et à celle de la dignité humaine. Ce lien indéfectible entre les deux qu'il nous faut expliciter, qu'il nous faut explorer, est à mon avis le grand chantier politique de notre génération et du XXIe siècle. Et je vois le monde paysan comme un monde pionnier sur ce chantier-là. Il le fera dans le sens de la justice, en reprenant l'esprit de ce qu'après-guerre on a appelé les partageux, ceux qui étaient capables de partager le matériel, de partager les solutions techniques, de partager entre hommes et femmes les responsabilités, ceux qui étaient prêts à penser à leurs voisins quand ils étaient en difficulté. C'est cet esprit-là, celui des partageux, qui permet peut-être de repenser le mieux la question de l'écologie aujourd'hui. Et je voudrais simplement terminer en m'appuyant sur un grand scientifique qui m'a beaucoup inspiré dans les travaux que je mène à l'Assemblée, c'est Pierre Blanc, qui est géopolitiste. Il a observé que partout sur la planète,
partout, nous partageons la terre. Et ça, c'est sur 2 siècles et c'est sur toutes les régions du monde. C'est une règle quasi universelle d'histoire géo. Partout où on partage la terre, il y a de la démocratie, il y a de la prospérité. Partout, la terre est accaparée. Cela va avec des régimes autoritaires, antidémocratiques, illibéraux, on dirait aujourd'hui, et avec une société plus pauvre, une société affaiblie. Je pense que sauver la terre et réparer la justice, c'est le même combat, et que le monde paysan, encore une fois, a dans son ADN, dans son histoire, dans son héritage, toutes les solutions pour à la fois s'inscrire dans le temps, s'inscrire comme des passeurs de fertilité pour la génération qui suit, mais également comme des personnes qui, dans l'espace, laissent une place aux autres, sur les marchés comme sur nos espaces ruraux, bref, redeviennent des partageux pour le XXIe siècle, autrement dit, des hommes créateurs et frères. Ça, j'y crois profondément qu'entre Fratelli Tutti et Laudato Si, on a 2 boussoles extraordinaires pour penser l'humanité au sens de la terre et au sens de la dignité humaine, avec au milieu la question de l'alimentation, ce fruit de la terre et du travail des hommes qui n'existe que quand on le partage.